RGB. Le 100% football amateur, c'est l'émission qui rassemble tous les amoureux du ballon rond pendant une heure. Autour d'une équipe de consultants, retour sur des résultats, sur un quiz, un débat, un coup de cœur, un coup de gueule, de la culture foot. En dernière partie d'émission, un invité sera avec nous pour revenir sur ses débuts, ses émotions, ses défaites, ses victoires, ses ambitions. Un acteur du ballon rond qui se livre comme il le fait rarement. On vous attend chaque semaine au 100% football amateur sur RGB 99.2 FM le lundi de 19h à 20h et réécoutez l'émission sur radio-rgb.net. Bonsoir mesdames, messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro spécial Coupe du Monde. Le programme de ce soir, et vous le voyez également en direct sur l'écran, Neymar, Renaissance ou Illusion, Olysée en bleu, le seul vrai chef d'orchestre, Zahir Emery, Injustice ou Jeunesse, Messi ou Mbappé, qui finira meilleur buteur, quelle est la plus belle affiche de mon plateau, et peut-être la vôtre également, auditeurs, auditrices, et le football africain confirme-t-il enfin son changement de dimension? Voilà pour le programme. Une team 4 étoiles ce soir en plateau. Amidou Konaté, Mohamed Tazamouche, Moussa Soukouna et Mehdi Ouni. Comment allez-vous, messieurs? Bien, Farid. Jusqu'ici, tout va bien. Chaudement. On tient. En pleine forme. Deuxième invitation, donc on va échanger sur le football international. Exactement, messieurs. Tout va bien après une petite émission annulée. Malheureusement, la semaine dernière, on est de retour et on est content. Exactement. Et Moussa aussi, on a plaisir de te retrouver. Chers auditeurs, auditrices, vous êtes 100% football amateur sur RGB 99.2 FM avec Damien et Axel aux manettes. On va pouvoir démarrer le 42e numéro de la saison. Le 100% football amateur, spécial Coupe du Monde 2026. Neymar est-il en train de renaître ou assiste-t-on à la fin d'un rêve? Le talent est toujours là, on peut le dire quand même, mais les blessures et les années passent. Pour commencer ce premier débat, on a un petit duel sur ma droite entre Mohamed et Amidou. Pour toi, Mohamed, ça peut être une renaissance? Pour moi, c'est complètement une renaissance. Moi qui suis nostalgique quand je vois Messi, quand je vois Cristiano Ronaldo, quand je vois Modric, Okoechea, l'autre gardien également, c'est bien de voir ces joueurs-là et j'aimerais, ça serait mon souhait qu'ils fassent un bon parcours en Coupe du Monde parce qu'ils le méritent. Tous ces joueurs que j'ai cités vont disparaître après cette Coupe du Monde. Je pense qu'une dernière mise en vitrine, c'est favorable. Et puis bon, il a encore énormément de qualité. Je pense que le fait de s'être entraîné là pendant 15 jours assez assidûment, dans un contexte favorable, avec toute la population qui souhaite sa réintégration, je pense qu'il peut être encore décisif. Très intéressant. Amidou, je te laisse la parole. Pour toi, c'est illusion concernant Neymar? Illusion, je vais utiliser les arguments de Mohamed tout de suite. Tous les joueurs qu'il a cités, ils sont tous plus vieux que Neymar. Ils ont tous fait carrière, ils durent. Et pourquoi pas Neymar? Parce que ce n'est pas le talent qui est mis en cause, hein. C'est juste l'extra sportif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, pour faire carrière, pour durer, il y a des contraintes. Le génie, parce que c'est un génie. Moi, je suis fan de Neymar. Il faut dissocier deux choses, hein. Mais malheureusement, Messi, dont je ne suis pas spécialement fan, aujourd'hui, on voit la Coupe du Monde. Modric, je ne vous en parle pas avec la saison qu'il a fait au Milan AC. Bref, tous ceux qui ont cité, ils ont jumelé leur carrière avec une rigueur de vie que Neymar n'a pas su faire. Et donc, pour moi, ce serait une illusion parce que son corps l'a lâché à cause de l'extra sportif. Alors, en face de vous, hein, messieurs, on a Mehdi et Moussa. Pour eux, c'est ni l'un ni l'autre. Qui veut prendre la parole? Moi, je la prends. Neymar, bien sûr qu'il y a du talent. Alors, sur la durée, effectivement, quand tu te compares à Messi, Ronaldo, c'est pas comparable, en fait, parce qu'il a eu beaucoup de loupés. D'année en année, tu as l'impression qu'il joue de moins en moins de matchs. On a toujours envie qu'un joueur comme ça, sur une Coupe du Monde, se sublime et nous fasse un peu rêver. Bon, là, ce soir, il est sur le banc. Oui. Est-ce qu'Ancelotti va s'en servir comme joker? Je pense que oui. S'il voit que, même s'ils ne sont pas en difficulté, le Brésil, il le fera rentrer, quoi qu'il arrive. Mais on attend
on attend beaucoup plus. Quand tu vois Messi déjà, tu te dis Neymar aurait pu faire la même chose. Alors, aurait pu, comme tu le dis, Aurait pu. Moussa, Ni l'un ni l'autre. Effectivement, le retour de Neymar, ça pourrait être une renaissance, mais vu ses dernières saisons, c'est plus un coup de com', hein. C'est bien pour le peuple brésilien, c'est bien pour... voilà, ça reste Neymar. ça te fait Après- ni chaud ni froid de... Après, d'un côté, Amidou, là, il m'a convaincu quand même, hein, sur ses Ah. arguments. Voilà, on peut pas le comparer avec certains joueurs qui ont vraiment duré dans le temps, qui ont fait une meilleure fin de carrière. Lui, il a du mal à... Il a eu un pourquoi après le PSG où il a eu du mal à rebondir, hein. Clairement, il a eu beaucoup de pépins. Et on n'entendait pas forcément parler de lui sur le terrain. Et le fait de venir là sur une Coupe du Monde où on a besoin d'avoir des joueurs performants, en forme et efficaces, c'est un peu compliqué. Donc, pour moi, c'est un coup de com'. C'est un coup de com'. Après, ça reste Neymar. Mais est-ce qu'il est capable Donc pour de toi, faire des Moussa, grosses son performances, meilleur niveau est derrière lui Il se... Son meilleur niveau est derrière lui Ah oui, clairement. Là, on va avoir du mal à le retrouver, là, hein. Sinon, je pense qu'Ancelotti l'a réutilisé bien plus tôt. Pas d'accord. Vas-y, Mohamed. Je suis pas d'accord parce que c'est quand même le meilleur buteur de la sélection brésilienne de tous les temps. Donc s'il en est là, c'est quand même qu'il a du talent et tout le monde reconnaît son talent. Aujourd'hui, il s'est préparé depuis un certain temps en espérant être sélectionné. Il a été ému lorsqu'il a été sélectionné. Le Oui, on peuple l'a a vu. été, le peuple a demandé. Donc même si Ancelotti a eu peut-être une pression pour le prendre, Populaire. moi je pense que et quand on voit son entrée, quand on voit le joueur qui sort et qui laisse sa place à Neymar, quand je vois le sourire du joueur qui sort, alors que d'habitude le joueur n'est pas content de sortir, là il fait une accolade à Neymar, tout le monde le salue pour son entrée. Moi je pense vraiment qu'il peut encore apporter à cette sélection et je pense qu'il peut encore être décisif. Non, je suis pas du tout. Alors, Mohamed, Ça je suis tombe bien. un- Vas-y, hein, Midou. C'est simple. Moi, bon, encore une fois, il y a un joueur que les plus anciens connaissent, c'est Garincha, la joie du peuple. Et j'ai l'impression de revivre ça, en fait. L'argument encore de Mohamed, c'est l'extra sportif. C'est pas le terrain, là. Quand le peuple a mis la pression, quand Ancelotti subit la pression, quand le joueur est content de sortir, on parle de tous au football. Et ce qui est bien, par contre, ce qui suscite Neymar, c'est les émotions. C'est pour ça qu'on fait ce foot-là. Hein, l'émotion est là. Il suscite de l'émotion, mais hors terrain. Donc, hors cadre, Mohamed. Il va vous Ouais. faire rêver dans les prochaines heures. C'est ça, même en ce moment, pas en ce moment, parce qu'il est sur la touche. Mais d'ailleurs, Moussa et Mehdi, je voudrais vous poser une question. Selon vous, à la place de Carlo Ancelotti, vous le ferez jouer à quel poste, Neymar? C'est un créateur. Moi, je le mets 10. Hein. Numéro 10? Bah, il Il a aura moins, encore du coffre pour jouer numéro 10? il aura moins d'efforts à faire que couloir. Hein. Je pense que en 9,5, c'est le poste idéal pour lui. Et Moussa? Moi, je le ferais jouer dans l'attaquant, hein, comme Ouais. on l'a dit. Sur un côté, ça demande des efforts, ça demande, surtout dans une Coupe du Monde, ça demande à faire des allers-retours quand il faut. Mais je pense que en soutien d'attaquant, ce serait un poste qui correspondait le mieux. Bon, messieurs, je fais confiance à Damien et Axel aux manettes pour nous donner le score en direct, hein, sachant que le match... Et le but de Neymar. Comment? Et un but de Neymar. Pour l'instant, il y a 0-0, messieurs, entre le Brésil et le Japon. Et donc, on va écouter avec impatience ce qu'il devient de ce match. On va passer au deuxième sujet et le débat. Pour Olysée en bleu, est-ce le seul vrai chef d'orchestre? Pour certains, il n'y a plus de débat comme meneur de jeu. On reçoit au téléphone Guillaume Testu, le premier à le sélectionner en U18 au tournoi U19 en 2019. Allô? Oui. Bonsoir Guillaume, Allô. comment allez-vous? Oui, très bien, merci. C'est toujours Vous m'entendez? Hop. On est là Guillaume, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Super. Guillaume, comment avez-vous remarqué Olysée? Bah alors, en fait, moi, j'étais dans le staff de la génération équipe de France 2001. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que pour le tournoi de Toulon, normalement, d'habitude, c'est plutôt l'équipe de France U20 qui se présente sur ce tournoi. Et en fait, les U20, à l'époque, en 2019, ils sont concernés par une Coupe du Monde. Les U19, ils sont concernés par un Euro. Et donc, la Fédé nous envoie avec les U18 pour participer à ce tournoi. Et ce qui se passe, c'est qu'on a eu le sélectionneur, Jean-Luc Vanucci de l'époque,
a eu un appel de son agent pour nous dire que voilà, il y avait un joueur qui jouait à Reading en Championship et qui souhaitait absolument jouer pour l'équipe de France, qui avait déjà eu de mémoire quelques sélections mais non officielles avec les Anglais U16. Et voilà, donc on a le coach a pu observer un peu les matchs de Michael avec Reading en Championship. Et comme c'était pour nous une année pour superviser pas mal de joueurs, en fait, il s'est dit que ça pouvait être intéressant de le sélectionner sur ce tournoi. Et ce qu'on a fait, ce qui nous a permis de le voir à l'œuvre chez nous. Exactement. Comment, à l'époque, déjà, il était différent des autres? Ouais, en fait, c'est quand je vois ou j'entends les choses là sur Michael ces derniers mois ou ces dernières années, c'est exactement ce qu'il était sur cette période. Donc en 2019, il avait 18 ans. Voilà, un garçon atypique qui traîne une certaine nonchalance, que ce soit sur le terrain ou en dehors. Assez discret, mais voilà, quelqu'un de rafraîchissant. Alors à l'époque, il parlait pas un mot de français, donc c'est vrai que moi, je parlais anglais, j'étais celui qui faisait le lien entre lui et le staff et les joueurs. Mais ouais, très, très rafraîchissant, et on voyait qu'il avait déjà de grosses qualités, que ce soit dans l'élimination ou que ce soit sur les coups de pied arrêtés. Est-ce qu'il vous impressionne encore aujourd'hui? Oui, complètement. C'est vrai que j'ai suivi du coup son évolution, que ce soit son transfert à Crystal Palace et ce qu'il a pu faire en première ligne. Et puis encore plus aujourd'hui avec son départ au Bayern Munich et les matchs qu'il peut faire en équipe de France A, où il retrouve certains 2001 qu'on avait vus avec comme Manu Koné ou William Saliba. Et c'est vrai que oui, en fait, comme tous les grands joueurs, quand en gros le niveau monte, ils s'adaptent au niveau, et en fait, on a l'impression qu'ils ont toujours été là, et que voilà, les joueurs en face ou le niveau de compétition, la pression, ça glisse sur eux. Alors peut-être que Didier Deschamps nous écoute, le sélectionneur des Bleus, mais selon vous, quel est le meilleur poste d'Olysée sur le terrain? Je pense c'est un joueur qui a besoin de liberté. Aujourd'hui, je suis pas sûr que voilà, il faille le cantonner à une position figée. C'est quelqu'un qui se nourrit beaucoup des appels des autres. Nous, on l'avait fait jouer plutôt côté droit. Il avait tendance à rentrer un peu comme voilà, il a pu commencer en équipe de France, mais derrière un attaquant, il est très bon aussi. Voilà, c'est ce qu'il y a de plus difficile en fait à affronter quand on défend en face de ce genre de joueurs, et encore plus quand il y a 3-4 joueurs de ce niveau comme c'est le cas en équipe de France. C'est que quand les joueurs sont capables de changer de position et d'être performants et de bouger au fur et à mesure de la rencontre, pour les défenseurs, c'est dur à s'adapter. Exactement. Dernière question, Guillaume. Le futur Ballon d'Or français, c'est lui? Je pense que ça va jouer. Voilà, bon, c'est même si on va peut-être penser que j'ai un parti pris, mais je pense qu'entre lui et Désiré Doué, que j'ai connu aussi à Rennes, on a de forts potentiels, en tout cas pour la suite. Mais lui, en tout cas, c'est un 2001, il arrive en pleine possession de ses moyens, et s'il est dans un très grand club, s'il fait une belle Coupe du Monde comme il est en train de le faire, oui, en effet, il peut prétendre au Ballon d'Or. Bon, en tout cas, on verra. Je pense que si l'équipe de France va au bout, il y aura forcément un Français, voire 2, voire 3 dans le top 3 du Ballon d'Or. Merci Guillaume pour votre disponibilité, et à très bientôt pour d'autres joueurs tricolores. Merci. Merci Guillaume. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Voilà, messieurs, c'était très intéressant avec Guillaume. Je vais vous donner tout de suite la parole, et n'hésitez pas d'ailleurs à la prendre. Mais qu'est-ce qui vous frappe le plus chez Olysée? Qui veut prendre la parole? Ouais, sa progression à aussi jeune âge. En plus, il est très réservé. Tu sens quand il arrive sur le terrain, il est déjà prêt en fait. Il regarde même pas ni à gauche ni à droite. Il a qu'un objectif, c'est d'être performant pendant le match. Et puis il a une vision de jeu qui est magnifique. En plus, on a quand même Dembélé et lui qui peuvent être à droite et en 9,5. Et ça tourne beaucoup. Donc, on ne peut pas se plaindre de Olysée quand même. Monsieur Amidou, qu'est-ce que tu aimes, toi, le plus chez Olysée? Disons que je vais mettre un petit bémol. Ce que j'aime bien, c'est sa discrétion. Mais je dirais aussi que cette discrétion-là,
ça lui sert aussi parce que quand on voit un peu son parcours, que ça soit en équipe de France où il a éclaté pendant les Jeux Olympiques, Ouais, tout à fait, ou à effectivement, oui. Crystal Palace, au Bayern, voire même dans l'équipe de France, Olysée, c'est pas la tête d'affiche. Il y a toujours eu un attaquant, un joueur offensif qui attire les défenseurs, lumière. qui prend la lumière. Et lui, en fait, c'est le joueur masqué qu'on se dit merde, il est bon lui, mais c'est trop tard en fait. Il est déjà là. Ben, donc aujourd'hui, on le voit avec Mbappé. Mais moi, je dis souvent Mbappé, avant Olysée, il y avait Griezmann, il y avait Pogba. Mbappé, il a toujours scoré. Il n'a pas besoin d'Olysée pour être Mbappé. Au Bayern, la mécanique, elle est huilée. On a un Kane. Aujourd'hui, je pense que Olysée, il se sert de ses partenaires, ces monstres-là, pour devenir lui-même un monstre. Il se nourrit de ça. C'est pas forcément. Et les autres, il est sous-coté. Il est sous-coté parce qu'il a cette nonchalance-là et tout ça. Mais je dirais que c'est un joueur masqué, un peu comme un vengeur masqué. Et aujourd'hui, que ce soit la saison qu'il fait au Bayern ou en équipe de France, à lui maintenant de rester dans la lumière et de perforer dans le temps sans se cacher derrière un autre. Mohamed prend la lumière également. Moi, je suis d'accord avec ce qu'il vient de dire, même si il est pas sous-coté. Aujourd'hui, il a, que ce soit au Bayern ou que ce soit en équipe de France, il a quand même 2-3 joueurs autour de lui qui savent jouer au foot et qui savent faire les appels. Et comme lui, il a ce petit temps d'avance de passe, ça permet de le faire briller. Mais s'il n'y avait pas d'appel, il n'y aurait pas la passe, on ne la verrait pas. Donc moi, je pense que effectivement, comme il dit Amidou, il se sert de ses partenaires qui aujourd'hui sont d'un très haut niveau. Quand on a un Ken, quand on a un Ousmane Dembélé ou quand on a un Mbappé, bah forcément, les appels sont différents. Et du coup, ça le permet d'être en évidence. Après, il a une grosse qualité de frappe. Ça a enveloppé, il a vraiment ça, c'est vraiment sa marque de fabrique. Mais bon, je pense qu'il a l'œil, voilà, il n'est pas sous-coté. Il finira, pour moi, il ne sera pas Ballon d'Or. Par contre, il ne sera pas Ballon d'Or. Peut-être parce pas que, cette saison, mais dans les prochaines en années. tout cas, pas cette saison, parce que voilà, aujourd'hui, il y a 2 joueurs qui dominent. Enfin, il y a 3 joueurs qui vont dominer ce Ballon d'Or, je pense, jusqu'à la fin de la Coupe du Monde. Et je ne pense pas qu'il sera parmi les 3 premiers. Moussa, je voudrais te faire intervenir. D'après toi, Olysée, il est en train de s'installer durablement chez les Bleus? Il est en train de s'installer durablement. Déjà, il est jeune. Il s'est adapté très vite au football français, au Bayern Munich. C'est un joueur qui vient de débarquer il n'y a pas très longtemps sous nos radars. Parce que déjà, ce qui est surprenant, c'est que c'est un joueur qui a fait un choix du cœur. Hein. C'est un joueur qui est en Angleterre, qui a grandi en Angleterre. Il a sa mère qui est française. Donc, il s'est attaché très vite à la France. Et déjà, c'est à saluer ça. Ça a salué le fait de vouloir prendre la France très vite. Mais c'est un joueur qui est titulaire maintenant en équipe de France, alors qu'il y avait plein de monde qui ont joué en équipe de France, qui ont enchaîné les sélections. Lui, il arrive, il a réussi à s'imposer. Au Bayern, il a réussi à s'imposer. Donc je pense que sur du moyen terme, c'est un joueur qui va exploser, qui va se faire beaucoup remarquer. Mais j'aimerais aussi vous faire intervenir avant de passer au troisième sujet, messieurs. Est-ce que vous n'avez pas un petit peu peur de cette baisse de régime d'Olysée? Il a éclaté lors du premier match contre le Sénégal, mais contre l'Irak et contre la Norvège, il était un peu moins bien. En tout cas, c'est mon interprétation de ces deux derniers matchs. J'ai pas d'inquiétude là-dessus, moi, perso, non. Moi, je dis que c'est dur une Coupe du Monde. Hein. Ouais, Les enchaînements, c'est dur. Deschamps, il ne tourne pas beaucoup. Hein, parce que tout à l'heure, on parlera d'autres joueurs, mais il y en a certains qui ne jouent pas. Eux, ils sont déjà là, prêts à jouer sous les 3 jours. Donc oui, ça va être... il peut y avoir un coup de mou. Il peut y avoir un coup de mou qui peut s'expliquer par l'enchaînement des matchs et de la chaleur. Très bien, en tout cas, merci messieurs, c'était très intéressant. On va pouvoir passer au troisième sujet. Le 100% football amateur au cœur de la Coupe du Monde 2026. Si vous nous rejoignez sur RGB 99.2 FM, c'est le 100% football amateur spécial Coupe du Monde. Passons donc au troisième sujet. Vous le voyez également à l'écran. Non, alors je me suis trompé, c'est pas grave. J'avais mis Messi, Mbappé, mais on va commencer par le suivant. Zaïre Emery, injustice ou jeunesse. Warren Zaïre Emery suscite toujours autant de débats. Son cas relève-t-il d'une vraie injustice
ou simplement d'une gestion normale d'un très jeune joueur? Je le rappelle, il a, je crois, 20 ans. Pour vous, messieurs, on le sélectionne et on le laisse sur la touche. C'est logique. Bah, Qui veut prendre la parole? Amidou? Je pense que c'est logique ou pas, c'est selon les sensibilités des uns et des autres. Moi, je pense qu'on peut éliminer le facteur âge, parce qu'à ce niveau-là, c'est du très très haut niveau. C'est un réglage, c'est un choix de coach. Et je pense qu'il ne faut pas mettre en avant son âge, ni son expérience, parce qu'au PSG, quand même, en Ligue des Champions, on voit qu'il se montre à la hauteur. Il est juste victime. Qu'il n'a pas joué. Il est juste victime de la concurrence pour moi, parce que ceux qui jouent, ils sont méritants et c'est tout en fait. Hein. C'est un groupe de qualité. Il n'y a pas de la place pour tout le monde, donc pour moi, c'est juste ça. Et selon vous, messieurs, sa polyvalence joue-t-elle en sa défaveur? Non, je dirais au contraire, ça doit pouvoir l'aider, au contraire. Tout à l'heure, on parlait de Neymar. Qu'on soit un ancien ou qu'on soit un jeune, on le voit avec Olysée, les meilleurs doivent jouer. Aujourd'hui, est-ce qu'il est meilleur que Koundé? Est-ce qu'il est meilleur que Rabiot? Est-ce qu'il est meilleur que Tchouaméni? C'est un choix de coach. La dernière sortie de ces joueurs questionne. Ouais, mais c'est des joueurs qui montent en puissance. Hein. On le démarre, la Coupe du Monde. Hein. Les vrais, entre guillemets, les vrais joueurs, même si on a vu que certains étaient déjà à un très haut niveau, je pense que plus on avance, plus il va y avoir des révélations. Moi, je pense quand même que l'équipe de France est parée à tous les postes. Il y a une émission où j'étais venu, j'avais dit, pour moi, c'était les favoris numéro 1 parce que si on compte tous les joueurs qui ne sont pas été sélectionnés, on aurait pu faire encore une équipe. Donc non, aujourd'hui, il y a un fort potentiel dans l'équipe de France. Xavier Memri, malgré son âge, voilà, et c'est pas une question d'âge, comme le disait Amidou, mais c'est une question de qualité. Koundé a montré ces dernières années qu'il pouvait jouer titulaire indiscutable. J'aurais aimé qu'il rentre là, effectivement, contre le dernier match contre la Norvège. Bon, il l'a pas fait. Il a fait le choix de l'autre défenseur, de l'autre latéral, Guzo. Mais bon, à partir de là, moi, je pense qu'il mérite, comme beaucoup d'autres, jouer. Mais malheureusement, tout le monde ne peut pas jouer. Messieurs, je me tourne vers vous. Moussa Mehdi, pourquoi l'avoir sélectionné pour le laisser sur la touche? De toute façon, tu peux dire ça à beaucoup de sélectionneurs. Hein. Tu as un effectif en équipe de France qui est fourni. Tu as même 3 équipes, entre guillemets. Hein. Il y a tellement de bons joueurs mais ça ne remet pas en cause la qualité. Et la jeunesse, ça, on s'en fout. Hein. Mais après, ouais, j'aurais voulu le voir peut-être sur le dernier match. Après, au poste de latéral droit, il a choisi Malo Gusto en doublure de Koundé. Au milieu, même N'Golo Kanté ne joue pas. Donc, il y a du monde, mais il ne faut pas s'en plaindre. Hein. Et voilà, c'est la concurrence. L'équipe à tourne, il ne faut pas l'oublier non plus. Et Deschamps n'est pas très fan de faire tourner. Souple dans les changements. Ouais. Moussa, c'est vrai que Warren Zaïre-Emery a un profil un peu hybride. Il peut s'adapter à plusieurs postes. Et puis même là, il a le costume d'un défenseur milieu de terrain. Est-ce qu'il ne mérite pas un peu plus de confiance de la part de Didier Deschamps? De la confiance, il en a déjà. Il est dans la liste des joueurs sélectionnés. Donc, comme a dit Mohamed Mehdi et Amidou, c'est que c'est concurrentiel. On est dans une sélection où il y a beaucoup de bons joueurs. Il y a beaucoup de monde à la maison qui aurait pu être dans la liste. Mais il y a des choix à faire. Et Deschamps a fait ses choix. Après, c'est déjà une chance de faire une Coupe du Monde. Dans cette sélection-là, déjà. Après, oui, on espère qu'il aura un peu de temps de jeu parce qu'on sait qu'il y a des matchs où on sait tu peux faire rentrer un joueur en fin de match. Tu as 5 changements, si je ne dis pas de bêtises. Mais voilà, là, on est dans les 16e de finale depuis hier. Tu penses qu'il va avoir du temps de jeu? Ça aurait été plus facile de le faire en match de poule. Là, sur les matchs élimination directe, ça va être compliqué parce qu'il y a un enjeu beaucoup plus important qu'en match de poule. En match de poule, tu as une marge de manœuvre. Tu as joué la Norvège qui avait l'équipe complètement remaniée. Tu as mené, tu as creusé l'écart. Peut-être qu'il y aurait eu une gestion différente. Ouais, après, on sait que Deschamps, le connaissant, il n'est pas trop dans du turnover à certaines périodes de la compétition. Donc c'est vrai que on aurait espéré peut-être qu'il fasse des rentrées. Tout va dépendre aussi des résultats des matchs qui arrivent. Hein. S'il y a des matchs avec des scores très favorables, il se peut qu'il y ait des joueurs qui auraient un peu de temps de jeu, qui vont gratter un peu des minutes dans cette Coupe du Monde, on ne sait pas. Amidou, Mohamed, vous n'étiez pas d'accord? Oui, parce que s'il avait dû jouer, il aurait joué l'Irak. Pour moi, c'est une évidence que certains joueurs auraient dû jouer l'Irak, comme lui par exemple, et s'ils ne l'ont pas joué, pour moi, ils ne joueront plus. N'Golo Kanté ne jouera plus, et lui non plus, parce qu'on arrive à des matchs coup près. On le voit, l'équipe là qui va être alignée contre la Suède,
c'est quasiment celle du L'équipe premier type. match. Mis à part Voilà. le côté gauche, Voilà, où là, il y a peut-être un doute, mais bon, voilà. Digne entre, et Barcola. Voilà, puisque s'il avait été gaucher, je pense qu'il aurait eu sa chance, parce qu'à gauche, je pense qu'il y a un trou, même si pour moi, Digne est meilleur que Hernandez. Mais voilà, ça va être l'équipe type, et les rotations, il va plus exister de rotation. Donc, parce que derrière, s'il se qualifie, il joue l'Allemagne, donc il n'y aura plus de rotation. Donc, pour moi, N'Golo Kanté va faire quelques minutes à la 85e minute. Voilà, et lui éventuellement, mais à mon avis, il ne jouera pas du tout. Amidou, un point. Oui, après, déjà, je remercie mon copain Mouss Nasri pour le maillot. Il est beau. Ouais, On parle bien de la sûr. France, hein, pas de l'Algérie. Hein. Mais on y viendra à la fin. Juste pour revenir à Warren, je dirais que sa polyvalence, elle joue plutôt contre lui, dans le sens où, en équipe de France, on a des spécialistes. Quand on est polyvalent, je sais de quoi. Koundé, avant d'être latéral, il était. Oui, mais ça fait stopper. longtemps qu'il est. Oui. Il a été repositionné en équipe En de fait, France. le problème du joueur polyvalent, c'est qu'il peut être très bon partout. Mais le joueur spécialiste, c'est les meilleurs. Donc, entre le meilleur et celui qui est très bon, on prend toujours le meilleur, en fait, le spécialiste. Je pense que c'est de ça qu'il est victime, en fait. Bon, on verra. Il faut lui souhaiter qu'ils ne connaissent pas le même, le même costume que Adil Rami. Hein, il a joué aucune minute, mais il a été champion du monde. Donc bon, peut-être que Warren appréciera quand même ce titre. Je pense même pas. s'il n'a pas joué. Moi, je pense pas, parce qu'il est jeune. Donc, Il est compétiteur et c'est vrai que même jeune, on veut jouer. mais bon, on le voit tous les matchs. avec le Paris Saint-Germain, il a subi ça aussi en finale. Exactement. Où là, tout le monde était là et malheureusement, il n'a pas joué. Et le coach, il s'est excusé à la fin, mais voilà, à un moment donné, il faut faire jouer les meilleurs, comme il a dit à son poste, et qu'aujourd'hui, il y a meilleur que lui à son poste. Exactement. Messieurs, passons au quatrième sujet. Messi ou Mbappé ou d'autres, d'autres buteurs. Qui finira meilleur buteur de la 23e édition du mondial? Deux générations, deux styles, une même obsession, marquer l'histoire. Je parle bien sûr de Messi, de Kylian Mbappé. Sixième Coupe du Monde pour l'Argentin et troisième pour Kylian. Après la phase de poule, la Pulga a dépassé l'Allemand Klose avec 18 réalisations. Mbappé, il en est déjà à 16 dans l'histoire de la Coupe du Monde. Le talent individuel suffira-t-il ou la dynamique collective fera-t-elle la différence? Qui veut prendre la parole? On prend l'Argentine, elle est très dépendante de Messi. Il n'y a que lui qui a marqué pratiquement. Si je ne me trompe pas, peut-être un ou un. Il y a Lautaro. Ouais, mais tu vois l'équipe de France, ça s'appuie sur tous ses attaquants. Tu vois Dembélé a marqué, Mbappé a marqué. Moi, je prends quand même sur Mbappé qui a un cran d'avance, même si officiellement Messi est toujours devant. Mais Mbappé, chaque Coupe du Monde est présent. Il répond présent à Ouais. chaque compétition, en effet. Messieurs. Ouais, bah, Mbappé, il est en train de jouer une autre compétition que sa saison. Hein. Tu vois clairement que qu'il a changé là. c'est un autre personnage. On le voit par rapport. Après, c'est pas en équipe de France, il a beaucoup plus il dégage beaucoup plus de comment on peut dire ça. Il est beaucoup plus performant, beaucoup mieux dans les meilleures conditions. Collectif. Il est plus collectif. Alors qu'au Real, c'est un autre rôle. Après, Messi, est-ce que tout le long de la compétition, il aura le même jus qu'au départ? Alors qu'Mbappé, c'est un joueur qui est frais, c'est un joueur qui a une bonne condition. Après, Messi, il lui faut pas grand-chose pour marquer. Hein. Non, Il n'a pas besoin de courir. Les miettes, Après, l'Argentine joue pour Messi. Hein. Après, en équipe de France, ça peut jouer dans tous les sens. Mais ce qui fait la différence aussi. Mais je pense qu'Mbappé, il va exploser le compteur. Hein. Alors, on me dit dans l'oreillette que je n'ai pas, bien sûr. Le Japon mène 1-0 face au Brésil. J'ai prévenu que le Japon allait gagner. Calme-toi, Mehdi, on verra. Le match, il n'est pas fini. Messieurs, Moussa et Mohamed, entre Messi et Mbappé, c'est un duel et une opposition de génération, un passage de témoin déjà amorcé? Avant, je voudrais rebondir. Je pense que l'Argentine est beaucoup plus forte qu'il y a 4 ans, plus complète. Messi s'est reposé le dernier match, donc il veut faire une grande Coupe du Monde. Je pense qu'il sera pas loin. Moi, ce que je dirais sur Mbappé, c'est comment il va vivre l'éclosion de Ousmane Dembélé. Parce qu'aujourd'hui, Dembélé, si on s'arrêtait à la fin du championnat, il était susceptible d'avoir encore le ballon d'or et Mbappé rien du tout. Aujourd'hui, il est à 4 buts comme Mbappé. Déjà, oui. Donc,
comment il va. C'est des joueurs qui ont un ego extraordinaire. Hein. Donc maintenant, c'est de savoir comment, même s'ils s'entendent bien, comment ils vont pouvoir cohabiter en effet. pour que l'un ne passe pas devant l'autre. Et surtout, si aujourd'hui Ousmane Dembélé venait à passer Mbappé, comment se passerait la situation? Donc moi, j'aimerais savoir voir un peu plus ça, mais je reste persuadé quand même que Messi aujourd'hui a quand même un temps d'avance. Un temps d'avance. Mm. Amidou. Écoute, pour moi, c'est Mbappé qui va finir meilleur buteur parce que l'Argentine va s'arrêter avant, tout simplement, que la France. La Pourtant, ils ont un tableau. Ouais, c'est vrai. Oui, Ils mais je peuvent pense jouer que tranquillement jusqu'en oui, demi, hein. Je pense quand même que Ils la n'ont pas de France confrontation va y directe, aller plus loin. Et pour revenir à la situation d'Mbappé, on va dire que c'est vrai que d'un côté, on a l'Argentine qui joue, qui est aux ordres de Messi, qui joue pour Messi et qui est Messi dépendant. Et de l'autre côté, pour aller dans le sens de Mohamed, je pense qu'il appartient à Deschamps, un peu comme en Formule 1, il y a un pilote numéro 1 et il y a un numéro 2, c'est à Deschamps de trancher parce qu'on ne peut pas se présenter avec potentiellement 2 leaders. Il faut que l'équipe, il faut déterminer qui est le leader d'attaque et qu'on dise, voilà, nous, c'est notre playmaker. Pour moi, c'est Mbappé. Dembélé, c'est le PSG. On met de côté, on est en sélection. Et en sélection en France, il n'y a qu'un patron, c'est Mbappé. Intéressant, merci Amidou. Je voudrais vous faire réagir là-dessus aussi sur la phrase qu'a dit Messi à la fin d'un match, comme quoi les stats, ça ne représente rien. C'est faux. Ce n'était que des statistiques. C'est On faux. est d'accord, c'est faux. C'est faux. C'est faux. Hein. C'est faux. Avec les égos qu'ils ont, c'est impossible. Lui, il joue que pour ça. Comme aujourd'hui, quand on voit Cristiano Ronaldo, quand on lui pose la question et qu'il ne veut pas répondre, c'est parce que ça le fout hors de lui qu'il n'avait pas marqué et qu'aujourd'hui, il est derrière tout le monde. Et non, moi, j'y crois pas un instant. Sinon, il s'arrêterait de jouer. Hein. Non. C'est ce qui les motive. Hein. C'est que de la com. C'est que de la com. Il en faut de la com. Je voudrais aussi vous dire, en 2030, notre ami Lionel Messi aura 43 ans. Parce que là, c'est sa dernière Coupe du Monde. Vous le voyez aller jusqu'à 2030, sachant quand même que Roger Mila avait 42 ans lorsqu'il a joué sa Coupe du Monde. Donc tout est possible. Et Cristiano 41 aujourd'hui. Oui. Non, moi je pense que vu les qualités athlétiques et physiques qu'il a, c'est sa dernière Coupe du Monde. Après, il est en promenade dans MLS, il se préserve. On le voit même avant qu'il était venu au PSG pour se refaire une santé avant le Qatar. Rien ne dit que, encore comme je l'ai dit, si Mbappé fait une extraordinaire Coupe du Monde, légale au nombre de buts, ou comme il a dit Mohamed, hein, c'est des joueurs à l'ego. Donc s'il faut qu'il fasse une Coupe du Monde pour mettre un but qui lui permettrait tout est ouvert en fait. C'est vrai que pour préparer cette émission, je vous avais proposé plusieurs noms, notamment Messi, Mbappé, Haaland et d'autres. Pour vous, Vinicius, aucune chance de finir meilleur buteur avec le Brésil? Non, il a déjà un faible nombre de buts en sélection. Avec Là, il en est déjà 4 buts. Et 4. Ouais, 4, mais sur le nombre total qu'il a, il n'en a pas beaucoup. Donc quand tu vois... Lui aussi, il peut se transformer pour la Coupe du Monde. Ouais, mais le Brésil, c'est pas le Brésil de ces dernières années. Tu vois que le Brésil, on entend moins parler d'eux ces dernières Coupes du Monde. Ça fait 3-4 Coupes du Monde. Il peut arriver caché. Après, oui, il peut y avoir une surprise, mais moi, je vois pas Vinicius passer... Il faudra qu'il légalise contre le Japon, là, déjà. déjà. Il est mal entouré, Rafinha blessé. Compliqué, hein. Qui va l'alimenter? Ouais, super. Neymar qui va rentrer, qui va peut-être l'accompagner. C'est simple, hein, quand on prend l'équipe du Brésil, pas ces 2 dernières années, les vraies équipes du Brésil, tous les joueurs jouent dans des top clubs. Vinicius, c'est pas le cas? Ok, Ouais, cite-moi les autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on est tous capables de citer le 11 de départ du Non. Brésil? Je les connais même plus. Il y a plus de top joueurs. Il y a Ryan à gauche, Oui. le terrain Paqueta, Guimarães, Oui. Casemiro. Marquinhos derrière. Gabriel. Ouais, mais ils sont même pas repartis au Oui, Brésil. d'accord. Si on prend Paqueta. Paqueta, il est reparti au Paqueta, il Brésil. joue. En West Ham. Première Ligue, mais après. Non, il est Oui, reparti, voilà. il est reparti au Brésil, à Flamengo. Voilà. Ouais, il est reparti, tu vois. Enlève Donc, C'est Vinicius. Guimarães qui va pas signer en Première Ligue là. à Ouais, c'est City, ça. ou- Ah, ils en parlent, ouais. Mais voilà, c'est pas les top C'est clubs pas- comme peuvent être aujourd'hui les joueurs du Paris Saint-Germain. Avant, les joueurs du Brésil, c'était C'était Real, le Barça, rêve. Bayern, Milan AC. Quand on disait Brésil, c'était le football, c'était un rêve, c'était Ils avaient 4 c'était du avant-centres. fantasme. Voilà. Aujourd'hui,
On va La dire dernière star, c'était Neymar. Hein. Ouais. Quand il est arrivé à Paris, c'était la dernière grande star. Hein. On verra d'ailleurs si Neymar rentre pendant le match Il rentre à la Brésil-Japon. mi-temps. Et je le rappelle à nos auditeurs, hein, le Japon domine, ou en tout cas mène 1-0 face au Brésil. Passons, messieurs, au 5e sujet. Quelle est votre plus belle affiche des 16e de finale? Les 16e ont commencé hier soir avec la victoire du Canada, pays hôte sur l'Afrique du Sud. Mais quelle affiche vous fait le plus saliver, Mohamed? Pays-Bas-Maroc, hein, il y a forcément on va dire un favori ou un demi-finaliste qui va être sorti là, parce que le Maroc c'est très fort. Les Pays-Bas se sont fait une santé, donc pour moi c'est celui-là parce que derrière l'une des deux équipes jouera le Canada. Exactement. Donc après jouera ou la France ou l'Allemagne Oui. en fonction d'eux, donc ça leur laissera un match transitoire pour se préparer pour rencontrer la France ou l'Allemagne. Alors que la France, par exemple, elle n'aura pas de repos. Elle joue la Suède, elle va jouer l'Allemagne. Derrière, elle va jouer ou les Pays-Bas ou le Maroc pour se retrouver après contre l'Espagne. Donc, à mon avis, ça va être très, très, très compliqué. En tout cas, la plus belle affiche pour toi, Pour moi, c'est c'est celle-ci, Pays-Bas-Maroc. Amidou. tantôt, j'étais opposé à Mohamed au sujet de Neymar, et là, je partage son avis à tout point de vue. Tout point de vue. C'est dit, c'est fait. De l'autre côté, Ouais, je pense qu'on est d'accord, même si le Portugal-Croatie peut être aussi pas mal. Mais bon, les Pays-Bas-Maroc, ouais, numéro 1. avec le duel entre Modric et Ronaldo, qui sont Exactement. connus sous les couleurs madrilènes. Et toi, pour toi, Moussa? Ouais, Pays-Bas, Maroc aussi. Le Mali, c'est- Les Pays-Bas qui veut confirmer un peu sur le football mondial parce qu'ils ont tendance malheureusement à être freinés à chaque fois. La dernière en date, c'était c'est eux qui étaient en train de tenir un peu l'Argentine en 2022, si je dis pas de bêtises. Oui. Après, Maroc, Max c'est une Blanc. équipe qui doit confirmer après sa belle demi-finale en 2022. Donc ça va être un match très particulier. Et aussi particulier pour la diaspora marocaine aux Pays-Bas, parce qu'il y a Il y a beaucoup de. des joueurs internationaux marocains qui ont grandi aux Pays-Bas et d'autres inverses. Donc ça va être un match particulier, un match très disputé. Après, comme Zemedi, il y a aussi Portugal-Croatie. Croatie. La Croatie qui fait des bons parcours en Coupe du Monde, finale, demi-finale, etc., même à l'Euro. Et le Portugal qui a envie d'un titre mondial, qui recherche tant, et pour que Ronaldo aussi. J'aimerais termine quand sur même une vous bonne donner note. d'autres 16e de finale, qui me semblent quand même pas si France, simples la que France, ça. hein, la France-Suède. L'Angleterre, Congo, pour moi, Ouais, c'est pas ouais, fait. aussi. Belgique-Sénégal, c'est pas fait Ah non plus ouais, pour Belgique-Sénégal, ouais. ni Ouais. l'une ni l'autre. Bon, Portugal-Croatie, on en a parlé. Et Suisse-Algérie. Mohamed, quel est ton avis là-dessus? Équilibré. Je pense que l'Algérie peut se permettre de passer, comme la Suisse. Hein. Je pense que ça va être deux équipes qui ont sensiblement le même niveau. L'entraîneur de l'Algérie était l'ancien entraîneur de la Suisse, donc pour lui, ça va être un match quand Qui même, avait éliminé l'équipe de France. ouais, qui va être pour lui un match important. Voilà, là, une des deux équipes peut passer. Moi, je suis algérien, mais j'aimerais que ça soit l'Algérie. Mais encore une fois, là, on parle de football et il y a la réalité du terrain qui fait que. Mais comme tu nous as demandé Oui, pour tout à nous fait. la meilleure affiche, je pense que c'est. Mais tu as bien fait celle-ci. quand même de rappeler que tu étais algérien. J'avais un doute entre Voilà. algérien ou suisse. Mais maintenant, ça m'a mis dans l'esprit. Et sinon, j'avais oublié aussi une autre affiche, Côte d'Ivoire-Norvège. Ça peut être intéressant comme affiche. Ah, non, il y a des belles affiches. Bah, hein, il y a des beaucoup de belles affiches. Mais en fait, pourquoi on met en avant Maroc, Pays-Bas? Parce que aussi, c'est des équipes qui montent en puissance, qui nous ont montré de la qualité dans le jeu. Aujourd'hui, le format de la Coupe du Monde fait que on peut 48 équipes. Voilà, on peut dire oui, c'est vrai que les équipes africaines, ils font 9 sur On 10. en parlera en Voilà. dernier sujet. Mais en fait, moi personnellement, j'ai du mal encore à rentrer dans cette Coupe du Monde. Je regarde les matchs. Je crois que j'ai pas vu de match où j'étais forcément emballé. Et le meilleur troisième, on gagne difficilement par-ci par-là. Ils sont quand même passés par, on va dire, après les 16e, on verra un peu plus. Mais c'est vrai qu'en termes de football, en termes d'histoire et tout, oui, c'est Pays-Bas-Maroc qui domine parce que le Maroc est est champion d'Afrique sur papier quand même. Exactement. Et Faut le donc, rappeler. et sur le terrain, c'est Pas le sur le Sénégal. Ben, oui, voilà. Mais quand même, Ouais, je veux parce que dire, il y a de la sur- qualité. Sur le terrain, Voilà, il y a de la qualité
Les Pays-Bas ils montent en puissance et je pense que ça sera vraiment le meilleur duel de la soirée. J'aimerais aussi, avant de passer, donc, et pour finir au dernier sujet, souvent les équipes font tourner, enfin bon, les sélectionneurs font tourner leur équipe lors du dernier match. Ça n'a pas été le cas pour Didier Deschamps, ou à la marge. Est-ce que selon vous, ça peut jouer dans les têtes et dans les jambes? Pour moi, ça peut jouer parce que c'est un match de plus que d'habitude. D'habitude, il avait l'avantage de tourner sur le dernier match. Là, il ne l'a pas fait. S'il avait joué l'Irak en dernier, je pense qu'il l'aurait fait. Je pense qu'il aurait pu se permettre de changer contre l'Irak, au moins une bonne partie de l'effectif. Il ne l'a pas fait. Il a juste changé ceux qui sont susceptibles de remplacer les titulaires. Donc oui, je pense que ça peut jouer. Et tout à l'heure, on parlait d'Olysée. Justement, c'est peut-être un des joueurs qui va peut-être la répétition des matchs. La Ligue des Champions, ce n'est pas la Coupe du Monde. Donc l'intensité, il ne faut pas oublier l'humidité, la chaleur, la pression. Donc ces 3 critères qui vont peut-être annihiler certaines qualités de certains joueurs. Je me rappelle aussi, la dernière fois qu'une nation a remporté la Coupe du Monde en ayant perdu ce dernier match de poule était l'Argentine en 1978. Donc, et sachant qu'on l'a dit, l'Argentine n'a pas pour l'instant eu des matchs très compliqués. Et il a été épargné, il sera épargné jusqu'au moins demi-finale. Et l'Argentine avait perdu le premier match de Coupe du Monde, la précédente, contre l'Arabie Saoudite. Exactement. Et a été au bout, jusqu'au bout. Vous voulez rajouter un point, messieurs, Moussa, Mehdi? Non, tous les grands buteurs sont là, faut le signaler quand même. Et les grandes équipes aussi. Les grandes équipes aussi, ouais, mais c'est bien quand les Vinicius, les Messi, les Mbappé, Dembélé sont en forme, c'est encore plus gratifiant pour la Coupe du Monde, c'est bien. Exactement. Messieurs, il nous reste du temps, donc passons au dernier sujet. Le football africain confirme-t-il enfin son changement de démission, comme tu le disais, Abidou? 9 équipes qualifiées sur 10 avant ces 6e de finale, sachant qu'hier l'Afrique du Sud a perdu face au Canada. Ça relance un peu le débat. Le football africain progresse-t-il réellement, Moussa? Il progresse, et c'est normal. Hein. Le football africain, il s'est structuré, il s'est amélioré dans pas mal de domaines. Déjà, le football africain, il était déjà d'un bon niveau. C'est juste qu'on était mal lotis dans le sens où il y avait très peu d'élus pour les Coupes du Monde. Beaucoup de fédérations se sont battues pour ça. Toujours que 5 prétendants sur chaque Coupe du Monde, contrairement aux Asiatiques, aux Américains, etc. On disait que c'était pas forcément meilleur que nous, hormis les monstres. En Amérique du Sud, tu avais le Brésil, l'Argentine. Et en Asie, tu as toujours le Japon et la Corée. Mais le football africain, il s'est vachement amélioré. Il s'est un peu adapté aussi à l'élite mondiale. Ils sont plus qualitatifs, ils forment mieux les joueurs locaux. Et aussi, ils arrivent à mieux attirer aussi les binationaux qui ont la possibilité de jouer certaines sélections africaines. Et le format les a facilité, le fait qu'il y a maintenant 48 équipes. Ça augmente nos chances d'avoir plus d'équipes africaines se qualifier. Mais le fait d'avoir 9 équipes sur 10 dans le top 32 déjà, en fait, ils confirment qu'ils avaient possibilité d'avoir plus de prétendants et de pouvoir concurrencer les équipes du monde. S'ils arrêtaient 4 ou 5 qualifiés, là on dit ouais, on vous donne 10 places, mais vous n'êtes pas capable d'aller plus loin. Et le fait qu'il y a 9 sur 10, ça prouve que voilà, ils ont fait leur preuve en fait. Avant de continuer sur le sujet, je voudrais quand même vous faire réagir sur le couac tunisien. On est obligé d'en parler. Il y a eu un électrochoc, en tout cas ils ont essayé de faire l'électrochoc avec l'arrivée du sorcier blanc Hervé Renard. Ça n'a pas suffi, Mohamed. Est-ce que c'était cousu d'avance? Aujourd'hui, l'Afrique elle a progressé, comme il l'a dit, dans la structuration. Non, je te parle de la Tunisie. Oui, mais c'est pour ça que je voulais rebondir ça. Je pense que la Tunisie n'a pas encore passé le cap. Et du coup, ils se rendent compte qu'ils sont en difficulté parce que qui sélectionne déjà? Il y a toujours des gens qui imposent des joueurs. Ça, c'est typique à l'Afrique, que ça soit dans les clubs ou dans les sélections. Ça a toujours été comme ça. Ça s'améliore, mais c'est pas encore fini. Et du coup, la Tunisie, quand j'avais suivi un petit peu la Mouchi et ses fameuses sélections, c'est sélectionné. On se rendait compte que c'était déjà compliqué avant de partir.
Donc, il a payé malheureusement cash. Est-ce qu'il est bon ou il n'est pas bon aujourd'hui? On ne pourrait pas le dire. Il est passé quand même par la Côte d'Ivoire, il est resté 2 ans. Voilà, je pense que c'est un joueur, c'est un entraîneur aguerri qui connaît quand même le haut niveau. Mais malheureusement, je pense qu'il avait les pieds et les mains liés. Et puis, malheureusement, quand on impose à un coach, le premier qui saute, c'est lui, alors que on lui a imposé des choses. Et Donc je pense que c'était perdu d'avance, quoi. ça l'a pas facilité. Et après, on voit, Renard, il vient, il n'a pas de baguette magique. Hein. Il a pris 4-0. Et si la Mouchi avait pris 4-0, il aurait été mis lapidé, parce que c'est un Tunisien. Là, aujourd'hui, c'est passé crème. Mais voilà, aujourd'hui, le football africain a énormément progressé, comme il a dit. Mais il y a encore quelques racines ancrées qui font que on arrive à la situation de la Tunisie. Et c'est dommage, parce que je pense qu'elle avait quand même... Moi, j'avais eu la chance de les voir à la CAN. C'était quand même une équipe... ils avaient quand même une équipe de qualité. Amidou, selon toi, les équipes africaines ont-elles franchi un cap dans les grandes compétitions? Alors, franchir un cap, moi je dirais que l'organisation aujourd'hui de la Coupe du Monde met à jour la vérité du terrain. Ça veut dire que pour moi, excepté les grosses nations sud-américaines, l'Afrique fait partie, excepté l'Europe, l'Afrique est deuxième au niveau de la qualité des joueurs. Deuxième pour toi? Oui, parce qu'il y a beaucoup les nations africaines répondent présent. Je pense que quand on prend les petites nations africaines et qu'on voit les autres pays des autres continents, on est quand même présent. Aussi, ça s'explique par 2 choses. Il y a une structuration. Bon, la Tunisie, ils ont fait, pendant que les autres avançaient dans le présent ou le futur, la Tunisie, ils ont fait un bond de 20 ans en arrière, hein, avec un système xénophobe et tout ce qui va avec en politique. On voit le résultat sur le sportif. Alors qu'aujourd'hui, le Sénégal, il y a une chose, hein, même ça on a entendu vite fait, il n'y a plus de problème de primes. Il n'y a plus de problème des à côté. Les joueurs sont focus sur le terrain. C'était compliqué quand même. Oui, mais Le Sénégal, vite fait, même l'entraîneur. ça n'a pas duré. Mais très vite, ça a été réglé. En tout cas, ça n'a pas joué sur leur performance. Voilà, la Côte d'Ivoire, l'Algérie, le Maroc, l'Afrique du Sud, Le Cap-Vert qui démarre. Aujourd'hui, ces nations-là, ils répondent présent. Aujourd'hui, donc, du coup, comme le disait Moussa, le fait d'avoir plus de nations, s'ils sont quand même en 16e de finale, et je ne serais pas surpris qu'on en retrouve la moitié, un peu moins peut-être, je suis ambitieux, mais si on en trouve 3, je pense qu'on peut en trouver 3 à peu près en 8e, oui, c'est pas usurper leur place. Hein. Complètement, Mehdi. C'est clair qu'ils sont structurés, hein, les pays africains. On va pas se le cacher. Hein. Quand tu vois déjà, beaucoup d'entraîneurs étrangers vont sur place travailler et partent de plus bas pour justement que l'équipe nationale soit fournie pour les plus petites nations. Et c'est vrai que ce format Coupe du Monde aide beaucoup, puisqu'il y a 9 qualifiés sur 10. Mais maintenant, toutes les équipes qui jouent les équipes africaines les redoutent. Avant, c'était pas trop le cas. Ils se disaient, allez, ça passe. Mais là, maintenant, pour battre une équipe africaine, on l'a vu, même si c'est qu'un amical, mais la Côte d'Ivoire qui a battu la France, même si c'est qu'un match de prépa, on peut toujours discuter. Mais, et puis sur le plan technique et tactique, il y a eu énormément de progrès. Parce qu'avant, les équipes africaines étaient... on disait, ouais, c'est athlétique, c'est physique, ça pousse le ballon, et puis ça fait des différences. Maintenant, c'est beaucoup moins le cas. Hein. Ils sont bien organisés. Messieurs, selon vous, quelle équipe est la mieux armée pour aller au bout? Si une équipe africaine peut aller au bout. Dans les équipes africaines? Oui, qui peut aller au bout de cette Coupe du Monde. Pour moi, elles n'iront pas au bout sur cette Coupe du Monde, mais qui feraient un bon parcours, un très bon parcours. Moi, je mets une pièce sur le Maroc. Sénégal, j'ai trouvé certaines limites, notamment défensives. Mais je trouve que le Maroc est l'équipe la plus équilibrée. Après, certaines équipes ont pas mal de... Ils ont leur force. La Côte d'Ivoire, offensivement, c'est intéressant. En fait, ils ont chacun leur voilà. Mais au niveau complet, j'aime bien le Maroc. Pour moi, c'est une équipe qui peut prétendre à aller assez loin dans la compétition, mais pas la prendre, mais aller assez loin. On pourrait rencontrer donc en 16e l'équipe de France. En 8e. Ouais. Après, s'il n'y avait pas les Pays-Bas, s'il n'y avait pas les Pays-Bas ce soir, dans la match que j'allais dire. J'aurais été d'accord avec toi. Ouais, moi aussi. Je dirais que la Côte d'Ivoire, il se cache un peu. Je pense que c'est pour moi, malgré tout, la Côte d'Ivoire peut faire la surprise. Et j'aimerais faire le parallèle tout à l'heure avec le Brésil,
et des joueurs qui ne jouent plus dans les top clubs. Aujourd'hui, dans presque chaque sélection africaine, vous avez 1 ou 2 joueurs qui jouent dans les top clubs. Même plus, même. Ça veut, voilà, même plus, vous prenez la Côte d'Ivoire C'est le aujourd'hui. Brésil africain, alors. Non, mais c'est pas qu'un pays. Vous prenez le Maroc, ils ont joué ou ils jouent dans des top clubs. Pareil pour 3-4 sélections. Donc, ces expériences-là, c'est là que ça sert aussi. Et c'est ce qui prouve aussi que les équipes répondent. Mais ils sont présent. respectés. Hein. Ils Voilà. sont respectés, les pays africains. Mohamed, l'équipe la mieux armée, l'équipe Je- africaine. J'aurais dit le serait- Maroc, mais comme je rejoins Amidou, aujourd'hui, ça va être très compliqué parce qu'ils jouent les Pays-Bas et derrière, ils vont jouer la France ou l'Allemagne. Donc, ça va être très compliqué. Sans être chauvin, je pense que l'Algérie a quand même un plateau intéressant parce qu'ils joueraient la Suisse et la Colombie, des équipes qui seront susceptibles d'être à leur niveau et qui pourraient Ensuite, atteindre peut-être l'Argentine. voilà, et ils pourraient atteindre des quarts de finale parce que ça va être difficile de passer les quarts de finale, mais je vois bien 1 ou 2 équipes aller en quart de finale, comme le disais. Je pense que le gros potentiel, c'est la Côte d'Ivoire. Pour moi, c'est un très, très gros potentiel. Voilà. Le Sénégal, pour moi, c'est un tout petit peu en dessous. Le Maroc, voilà, ça va être. C'est vrai que individuellement, je pense que c'est la plus belle équipe d'Afrique, mais elle a un plateau très difficile. Très, très difficile, puisque tu tapes les Pays-Bas, bon, derrière, tu vas jouer le Canada, mais derrière, tu vas te taper ou l'Allemagne ou l'Espagne, Ou la ou l'Allemagne ou la France. Et après, tu tapes. Si tu passes encore l'Espagne ou le Portugal. Donc, ça risque d'être très, très compliqué pour l'Espagne. Le Maroc pour arriver jusqu'au bout. Messieurs, depuis tout à l'heure, on dit que les équipes africaines sont de mieux en mieux structurées, mais il y a eu forcément un effet avec les binationaux. Bien évidemment, ça c'est une évidence. Ils ont profité. Avant, l'Afrique restait en Afrique, c'est-à-dire qu'ils faisaient leur sélection avec les joueurs locaux et les joueurs locaux n'étaient pas formés. Donc forcément, ça passait un peu pour la risée quand ils se présentaient en Coupe du Monde. On se rappelle le Congo en 74 qui avait pris 7-0. Voilà. Maintenant, tous les pays recherchent sur tous les continents les valeurs sûres. Donc forcément, ils récupèrent quand même des joueurs formés. On le voit avec la France, qui est le pays le plus représenté en Coupe du Monde, où les joueurs ont été formés, ont les bases. Avec des Voilà, équipes voilà, jeunes. qu'on joue en équipe de France, on le voit avec Boady. Donc, ils ont été formés, ils jouent en équipe de France. À un moment donné, ils font les choix, ils arrivent, ils ont une énorme compétence. Donc, ils apportent ce plus. Et, comme le disait, ils apprennent aussi maintenant sur le continent à former. Que ce soit le Maroc qui a mis une structure extraordinaire, l'Algérie qui commence, le Sénégal qui a gagné beaucoup de CAN chez les jeunes. La Côte d'Ivoire également se met en place avec un directeur technique national qui était en région parisienne, qui était quand même cadre technique en région parisienne. On a Ali Mousser qui était également cadre technique en Ile-de-France, qui est aujourd'hui en Algérie. Donc les clubs se structurent pour arriver justement à faire des belles nations en se servant également des binationaux, mais en formant également dans leur pays. C'est vrai, c'est vrai. Messieurs, qui veut rajouter un point là-dessus sur les binationaux, sur le sujet? Après, sur les binationaux, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, une sélection africaine, c'était la galère. Moi, je me rappelle à l'époque de Georges Weah, qui prenait à ses frais tout ce qui allait avec les sélections, avec tout l'amateurisme qu'il y avait autour. Donc, qui disait sélection africaine, ça faisait réfléchir aussi. Et aujourd'hui, ce qui est bien avec les binationaux, c'est que non seulement les pays africains ne sont plus des galères, mais aussi ça leur permet de jouer des Coupes du Monde, ça leur permet de jouer des CAN, De prendre la lumière. voilà, d'aller valoriser leur carrière aussi. Donc c'est du gagnant-gagnant pour moi. En fait. Gagnant-gagnant pour vous aussi, Moussa Mehdi? Bien sûr, il a raison, Amidou. Ouais. Maintenant, pour aller en sélection, ils sont prêts à tout. S'ils ne sont pas pris en équipe de France pour différentes raisons, ils n'ont que Dieu pour aller dans leur sélection d'origine. Et ça, c'est à mettre en valeur aussi parce qu'ils représentent leur pays. Tu joues une Coupe du Monde alors que ça se trouve avec l'équipe de France ou autre nation, tu ne jouerais pas. Donc, bien sûr que c'est valorisant. Ça, peut-être, dernier point. Ouais, le football africain, il s'est vachement amélioré, mais on sait qu'aussi localement, il y a eu beaucoup d'académies qui se sont créées. Donc le système de formation s'est beaucoup amélioré. Nous, par exemple, en Afrique de l'Ouest, il y a eu Jean-Marc Guillou qui a créé des académies au Mali, en Côte d'Ivoire, et beaucoup de joueurs sont issus de là-bas. Donc nous, quand on prend la section qui a joué la dernière CAN, je crois qu'il y avait que 8 binationaux, et la vingtaine, c'était des joueurs locaux. Donc c'est des joueurs qui sortent de beaucoup d'académies. Donc il y a une bonne formation qui se fait maintenant en Afrique. Beaucoup de joueurs qui jouent dans les bons clubs européens. Après les binationaux, maintenant, c'est une chance d'avoir des fédérations bien structurées,
avec un peu moins la de force. copinage, un peu moins de... C'est ça qui fait défaut, comme disait Mohamed tout à l'heure, avec la Tunisie. C'est que nous, par exemple, avec la fédération malienne, ils ont fait un ménage pas possible parce qu'ils ont vu qu'il y avait un trou. Et à force, le comité exécutif de la fédération, ils ont tous démissionné. Ils en ont recréé un nouveau, ils ont fait appel à d'anciens internationaux. Voilà, donc il y a des choses qui se mettent en place. Peut-être même un autre équipementier. Et un autre équipementier parce qu'aussi, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Donc on va voir ce que ça donne, mais le football africain, il avance dans le bon sens. Il avance bien et on verra ce que ça va donner. En tout cas, en direct, en ce moment même, le Brésil est toujours mené 1-0 par le Japon. Est-ce que ça va être la première grosse surprise de cette Coupe du Monde? On va écouter ça. Merci messieurs en tout cas pour cette émission. Chers auditeurs, auditrices, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à l'écouter en podcast à partir de demain. Merci à Damien et Axel pour la technique. Abonnez-vous sur les réseaux sociaux, vous êtes de plus en plus. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Et n'oubliez pas, le football, ce n'est que du plaisir. Ciao, ciao.